Sixième nuit de tension en France suite à la mort de Naël et un début d'accalmie semble se dessiner. L'attaque du domicile d'un maire un peu plus tôt a choqué l'opinion. L'armée israélienne a frappé lundi des cibles dans la ville de Jenin en Cisjordanie occupée, évoquant une vaste opération antiterroriste. Il y a au moins 3 morts côté palestinien. L'armée ukrainienne annonce de lentes avancées dans la région de Bakhmout. Elle progresse aussi dans le sud du pays, mais perd du terrain face aux Russes dans certaines zones. Les Jeux européens 2023 à Cracovie n'ont pas attiré les foules. De là à parler d'échec dans l'organisation, reportage en Pologne. Réunion au sommet de l'État avant une sixième nuit de tension en France. Le président Emmanuel Macron a appelé à un retour à l'ordre après s'être entretenu dimanche soir avec la première ministre et les principaux membres du gouvernement. La nuit de dimanche à lundi a été la plus calme depuis le début des violences qui ont suivi la mort du jeune Naël à Nanterre près de Paris. Les autorités font état de 157 interpellations, beaucoup moins que les jours précédents, mais un pompier a été tué alors qu'il intervenait sur un incendie en Seine-Saint-Denis. 24 heures plus tôt, l'attaque du domicile d'un maire de banlieue parisienne a choqué l'opinion. Sa femme et ses jeunes enfants ont échappé de peu à une tentative d'incendie. Les violences ont marqué les esprits jusqu'à l'étranger. Lors d'une interview télévisée, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est ainsi dit préoccupé au lendemain du report par Emmanuel Macron d'une visite d'État outre-Rhin. Wir sind mit Frankreich befreundet, wir sind beide ein Paar, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass die Europäische Union gut funktioniert, die für unsere gemeinsame Zukunft so wichtig ist. Und deshalb gucken wir natürlich besorgt hin. Und ich hoffe sehr und bin auch sicher überzeugt, dass der französische Präsident Wege finden wird, dafür zu sorgen, dass diese Situation sich schnell wieder bessert. Naël est mort tué par un policier lors d'un contrôle routier après avoir essayé de s'y soustraire. La police a dans un premier temps avancé de la légitime défense, mais une vidéo a mis en doute cette version. Ces révoltes dans les quartiers défavorisés français sont les plus importantes depuis 2005. L'armée israélienne a annoncé ce lundi mener des frappes dans la ville de Jenin en Cisjordanie occupée dans le cadre d'une opération dite antiterroriste. Plusieurs Palestiniens ont été tués dans ces frappes qui visaient, selon Tel Aviv, un centre d'opération conjointe servant de commandement à un groupe militant local. Le djihad islamique palestinien a déclaré que toutes les options étaient ouvertes pour répondre à cette agression. En juin, Israël avait tiré des missiles depuis un hélicoptère lors d'un raid mené à Jenin qui avait fait 7 morts. Les forces ukrainiennes continuent d'avancer au ralenti près de Bakhmout, dans l'Est. D'après la vice-ministre de la Défense, en une semaine, les gains de territoire de Kiev représentent 9 km². Le gouvernement admet une situation assez difficile avec des combats acharnés dans 4 secteurs. De son côté, Moscou affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne dans la région de Zaporijjia, dans le sud. Le ministère russe de la Défense a diffusé des images censées montrer des artilleurs continuant à infliger des frappes massives aux Ukrainiens. Un mois après le lancement de sa contre-offensive, Kiev progresse dans le sud avec 28 km² reconquis en une semaine. Dans la région de Kharkiv, dévastée par les bombardements, quelques habitants tentent de réparer leurs maisons avec les débris laissés par la guerre. Dans le village de Dovenke, à 5 km de la frontière russe, tout a été détruit et la population a fui les combats. Mais certains tentent, malgré le contexte, de commencer à reconstruire. De nombreuses questions demeurent à la suite de la mutinerie du groupe Wagner. Son dirigeant, Evgeny Prigojine, serait désormais exilé au Bélarus et son rival, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, est quant à lui soutenu par le Kremlin. Né en Sibérie et considéré comme un russe non ethnique, son profil est éloigné de celui de la plupart des hommes politiques de son rang en Russie. Shoigu is somebody who Putin has built a very personal connection with. Shoigu's been on the scene since 2012. He's not one of the sort of St. Petersburg lot that Putin first started his career around, but he has a very different connection to Putin. And Shoigu is a very loyal person. And so ahead of
the regional elections in September, which are going to be very important, and the presidential elections next March in 2024, Putin really needs people around him that are very loyal. So it would be a mistake for him to remove him from his position. À de nombreuses reprises, Evgeny Prigojine a dénoncé l'incompétence de Sergueï Shoïgu, qui selon lui a contribué à la mort de nombreux combattants de Wagner en Ukraine. Le chef du groupe paramilitaire demande que le ministre de la Défense soit démis de ses fonctions. As far as Shoigu himself is concerned, I'm not convinced that he's going anywhere. I think his position is relatively assured for now. And then I think in terms of the other military leadership, it is possible in the coming weeks and the coming months that Putin might undergo some kind of rotation, some kind of movements of senior commanders. But I think he's going to be very careful to make sure that that doesn't seem like it's in response to something that Prigozhin has suggested. Because that, I think, would be seen as quite a key political weakness. Pedro Sánchez a accueilli le président du Conseil de l'UE, Charles Michel, à Madrid, un jour seulement après que l'Espagne a pris pour 6 mois la présidence tournante de l'Union. Le Premier ministre a ensuite expliqué pourquoi il avait entamé le mandat de l'Espagne par un voyage en Ukraine. La Unión no escatimará esfuerzos en seguir apoyando a Ucrania. Y esa fue la razón por la que ayer viajé a Kiev en el primer día de la presidencia española para trasladar nuestro apoyo simbólico, pero también medidas concretas para apoyar al pueblo ucraniano. Because today Ukraine is the front line in the battle for our European principles and values, and our duty is to support the people of Ukraine as much as we can and for as long as it takes. Outre l'Ukraine, l'Espagne espère faire avancer plusieurs dossiers européens majeurs au cours de sa présidence, notamment la finalisation par l'UE d'un pacte controversé sur les migrations, malgré les divergences persistantes au sein des 27. Pedro Sánchez a assuré que les élections générales anticipées qui se tiendront le 23 juillet ne perturberont pas la présidence espagnole. Le Premier ministre albanais demande au Kosovo d'accepter le plan proposé par la France et l'Allemagne pour résoudre les désaccords avec la Serbie. Lors d'une interview à Euronews, Edi Rama a insisté sur le fait que les institutions du Kosovo ne devraient pas laisser passer cette opportunité. Kosova ka në tryezë planin frango-gjerman, të cilin është Kosova në radhë parë dhe jemi ne shqiptarët të parët të interesuarit që duhet ta shtym përpara deri në fund duke këmbgulur për të shfrytzuar këtë potencial të madh për ta detyruar Serbinë që ta pranojë planin frango-gjerman, që do të thotë praktikisht hapja përfundimtare e rrugës së ardhmes për një Kosovë të njohur nga të gjithë. Que ferait l'Albanie si l'Union européenne imposait des sanctions au Kosovo à cause de l'absence de réduction des tensions? Edi Rama s'adresserait au Premier ministre kosovar. Ne do vazhdojmë të bëjmë, do vazhdojmë të bëjmë që po bëjmë, vazhdojmë të lutemi. Albin Kurti, të lutem Albin, të lutem, kupto që je gabim, kupto që është koha për të përqafuar Bashkinë Euro-Atlantike, kupto që është koha për të ulur bashkë me Bashkinë Euro-Atlantike dhe për ta marrë këtë fitore që ta kanë sjellë aty në tavolinë dhe që nuk po e shef që e ke aty. Le Premier ministre albanais veut à présent se concentrer sur l'organisation d'une série de réunions régionales pour discuter du sommet de Berlin, prévu en octobre à Tirana. Le Français Victor Lafay a remporté la deuxième étape du Tour de France à Saint-Sébastien. Le coureur de 27 ans s'est imposé devant les deux stars du peloton, le Belge Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogačar, en se détachant dans le dernier kilomètre. Il s'agit de la première victoire de l'équipe française Cofidis depuis 15 ans. Le Britannique Adam Yates, vainqueur de la première étape, conserve lui le maillot jaune. Victor Lafay est 4e du classement général à 12 secondes du leader. La région polonaise de Malopolska accueillait cette année les Jeux européens, un événement international multisport auquel participent 7000 athlètes de 49 pays. L'occasion pour certains de décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais l'événement n'a pas attiré les foules, un gâchis selon cet élu local. W Krakowie prawdopodobnie przebywa w związku z igrzyskami około 20 000
osób, to tak średni weekend w Krakowie powoduje, że jest tutaj więcej osób. My nazywamy te igrzyskami przepalonych pieniędzy, bo wydano tak wiele środków, które się nie zwrócą. Tak wiele wydarzeń się tu odbywa, które okazały się być klapą. Zresztą w sporcie liczy się nie tylko wynik, ale także frekwencja, tłumy, entuzjazm kibiców. No nie ma kibiców, nie ma entuzjazmu. De leur côté, les organisateurs se disent satisfaits des résultats, même s'ils soulignent que le calendrier de l'événement a été contrarié par des facteurs externes. Przygotowywaliśmy wydarzenia przez ostatnie 1,5 roku, kiedy w Polsce mocno mówiło się o sytuacji wojny. Był temat inflacji, temat sytuacji po pandemii w Polsce, natomiast my stanęliśmy tutaj w pełni sił. Oczywiście nie w każdy dzień te trybuny były wypełnione, natomiast w trakcie rozgrywek finałowych były one pełne. La ville de Cracovie, où ont eu lieu la plupart des compétitions, estime que l'opération est tout de même rentable en termes de retombées, mais également d'investissement pour le territoire. Ostatecznie miasto otrzymało 350 milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę, na budowę, remonty dróg przede wszystkim i 150 milionów na inwestycje w infrastrukturę sportową. Natomiast ten wkład miasta to 100 milionów złotych w organizację, w związku z czym łatwo policzyć, że Kraków na tym wydarzeniu zyskał 400 milionów. The European Games in Poland ended yesterday, but opinions regarding validity of this event are still very divided. Most of them concern one question: can Poland afford to organize such events in times of financial struggle? Magdalena Wchodownik for Euronews from Krakow.